Bonjour, bonsoir. Greta Thunberg fait l'actualité après son discours à l'ONU. Et on a vraiment deux extrêmes. C'est assez classique, en fait, chez les humains, de ne pas avoir de demi-mesure, mais on a vraiment les extrêmes qui voient en Greta Thunberg l'incarnation de toute la lutte écologique de la planète, au moins des jeunes, et des gens qui ne voient pas le climat changer, et qui disent que tout ça n'est pas vrai, ou éventuellement qu'il y ait une modification climatique qui entre dans l'ordre naturel des choses. Alors, on va essayer de garder la tête froide et de prendre du recul par rapport à tout ça. À propos de prendre du recul, je vous propose un petit extrait d'une jeune femme. Alors, je ne connais pas son âge exact, je n'ai pas vérifié, mais on va dire du genre de Greta, qui parlait au sommet de la Terre, à Rio, en 1992, ça fait 27 ans. On l'écoute. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. Voilà. Ce qui est intéressant, ce qui est interpellant, c'est que d'une part, on se rend compte qu'il y a 27 ans déjà, on savait que nous courions à la catastrophe, et des gens, un certain nombre d'individus, alertaient les autorités, qui n'ont pratiquement rien fait depuis. Mais surtout, on ne parlait pas du réchauffement climatique, ou si peu. En tout cas, dans le discours de cette Séverine Suzuki, il n'y a pas le mot climat, si je me souviens bien. Et pourtant, on parlait de pauvreté, de famine, d'injustice, de disparition des espèces, de la disparition des habitats naturels. La situation était catastrophique, alors que nous ne parlions pas du climat. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens s'inquiéter pour notre avenir, avec un seul mot à la bouche, le réchauffement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur de jugement de croire que le réchauffement climatique est le problème principal? D'un autre côté, quand on voit de quelle manière les humains aiment incarner la lutte, par exemple, pour l'écologie, maintenant en Greta Thunberg pour certains, peut-être que incarner les problèmes écologiques sous la bannière réchauffement climatique, pourquoi pas? Si ça permet de communiquer, si ça permet d'éveiller les consciences. Quand on dit Greta Thunberg est manipulée, il y a des lobbies derrière elle, oui peut-être. Et alors? Ce qui est important n'est pas ni la façon dont le message est passé par un individu, ni la façon dont cet individu est soutenu, aidé, dirigé, manipulé si vous voulez, même si c'est très péjoratif comme mot dans le langage actuel. L'essentiel, c'est que ça puisse éventuellement réveiller la conscience de certains. Mais pas la conscience par rapport au réchauffement climatique uniquement. C'est mieux que rien. Mais je vais presque dire, bon, en exagérant, que c'est en détail. Je ne vais pas dire que le réchauffement climatique est en détail, mais c'est une partie du problème, voire un symptôme du problème. On pourrait dire que la planète est malade, on le sait depuis longtemps, et le réchauffement climatique, c'est la fièvre. Bon, la fièvre n'est pas le seul problème de la maladie. C'est lié. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui rejettent l'idée d'un réchauffement climatique? Parce que, contrairement à ce qu'a dit un climatologue récemment sur une chaîne de télé, je ne crois pas que le climato-scepticisme diminue, je crois qu'il augmente. Je crois que de plus en plus de gens refusent d'admettre que le climat s'emballe de façon dangereuse et que nous en sommes responsables. La raison n'est évidemment pas scientifique.
de ces personnes qui rejettent l'idée d'un réchauffement climatique, il n'y a aucun scientifique. Bien sûr, il y a des prétendus scientifiques. C'est très facile de dire « je suis scientifique ». Il y a des exemples qui circulent en ligne, mais des gens qui étudient vraiment le problème, il n'y a personne qui dit que le climat ne se réchauffe pas. Et donc, c'est pas vraiment un débat scientifique. Il y a un consensus scientifique. C'est plutôt un débat sur est-ce que la situation est grave et est-ce qu'il faut agir. Les scientifiques ne disent pas la situation est grave. Enfin, certains le disent, mais c'est pas vraiment le rôle du scientifique. Le rôle du scientifique, c'est de dire voilà, la température se réchauffe en moyenne d'autant, ça a autant comme conséquence en termes d'ouragan, en termes de sécheresse, et c'est dû à une émission de gaz à effet de serre de telle quantité. Si on continue de telle quantité, ça aura une augmentation d'autant, etc. Ça, c'est le travail des scientifiques. Ce serait logiquement aux hommes politiques qui nous représentent, théoriquement, hein, de dire « ah oui, mais ça c'est inacceptable, c'est très grave, donc il faut agir », éventuellement de demander des solutions scientifiques. D'ailleurs, ça me fait rire aussi que j'ai entendu, y compris Brune Poirson, qui est secrétaire d'État à l'écologie en France, dire « oui, bon, bah Greta, elle ne nous propose pas de solution ». Mais c'est pas son rôle de proposer des solutions. Les scientifiques vous proposent des solutions. Depuis longtemps. Alors bien sûr, il y a des discussions, certains disent que ça c'est la priorité, d'autres disent que c'est ça. Bon, soit, ça fait partie du débat scientifique. C'est pas cette jeune fille qui va donner la solution aux politiques. Elle est là pour vous interpeller et de dire hey, « oh, il s'agit de notre avenir, nous les jeunes, on a envie de vivre, prenez les mesures qu'il faut, trouvez-les, vous avez les moyens de demander des études, vous avez les moyens de les financer, vous avez tous les scientifiques à votre disposition pour répondre aux questions, etc. » Et donc c'est bien la preuve qu'il y a une dérive. Le fait qu'une personne qui travaille dans un ministère de l'écologie dans un pays relativement riche, enfin très riche par rapport à la population en tout cas, dise ah bah oui mais cette jeune fille elle nous donne pas la solution. Vous vous rendez compte? C'est assez grave. C'est assez grave, mais c'est symptomatique de ce que ressent la population d'incarner ainsi une personne, ou plutôt de personnifier la lutte écologique. Non, il n'y a pas une personne qui va sauver la planète. Il n'y a pas une personne qui vous donnera toutes les solutions et qui pourra les mettre en place. Il faut prendre des décisions collectives. Et c'est là qu'on en revient aux climato-sceptiques. C'est qu'en fait, les climato-sceptiques, ils n'y connaissent rien en climat et en écosystème. Mais ils ne veulent pas que nous prenions une décision collective. Et si on leur prouve par A plus B que la vie, notre vie, et celle de beaucoup d'autres terriens, hein, les animaux par exemple, est en danger, ça veut dire qu'ils sont obligés d'agir. Et ils ne veulent pas agir. Et il y a deux raisons pour lesquelles ils ne veulent pas agir, c'est qu'il y a des gens qui sont strictement égoïstes, pour ne pas dire plus, et qui se disent, bon, ben, après nous, on s'en fout, et donc il faut essayer de le faire en gardant une image de quelqu'un de bien quand même. Pas dire, oui, ils vont crever, mais je m'en fous. Ça passe pas très bien, alors on dit non, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a un autre aspect qui est peut-être plus intéressant, hein, et moins caricatural, même si ce que j'ai dit est vrai, il y a vraiment des gens comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il faudrait faire quelque chose, mais qui n'aiment pas les solutions proposées. Et je les soutiens. Ce que propose comme solution ou pseudo-solution, que ce soit le gouvernement français, alors ne parlons pas du gouvernement belge qui est en train de se reconstituer plus ou moins, les propositions sont absolument minables, je vais dire inexistantes, c'est tellement faible que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Donc qu'on rejette ces propositions de solutions, oui, mais ce n'est pas une bonne façon de les rejeter en disant le climat ne se réchauffe pas, ou en disant c'est pas de notre faute. Les deux sont tout aussi ridicules. Donc, le but de ma vidéo, c'est de dire aux climato-sceptiques, je sais pourquoi vous refusez de voir le réchauffement climatique, ou de voir notre responsabilité, et sur un certain point, je vous comprends. Alors, on me rétorque souvent, oui, mais le GIEC n'est pas fiable. On a le droit de mettre en doute des informations scientifiques, y compris celles qui viennent d'organismes internationaux. Ce n'est pas la première fois, ou plutôt ce ne serait pas la première fois, que de tels organismes ne nous disent pas toute la vérité, voire pire. Mais on peut quand même tenir compte de leurs travaux, pour réfléchir, et aller voir un petit peu par soi-même.
Alors moi j'ai de la chance parce que j'observe la nature depuis une trentaine d'années, hein. Je suis ornithologue comme la plupart des youtubeurs qui me suivent le savent. Et puis j'ai voyagé un peu partout dans le monde, sur tous les continents, enfin les 5 continents. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que la nature évolue, dans un certain sens. Et ce sens est vraiment stéréotypé, c'est-à-dire toujours dans le même sens, justement. D'ailleurs, il y avait un livre, il y a 25 ans à peu près, que j'avais eu en main quand j'étais en Angleterre, un livre anglais, qui donnait la répartition des oiseaux selon les prévisions d'augmentation de température. Pour moi, à l'époque, c'était en 1993 en fait, c'était nouveau, c'est-à-dire que pour moi, le réchauffement climatique, c'était entre pas grave et une légende. Et puis j'ai lu ça et je me suis dit, waouh, des courvites Isabelle du Sahara qui arriveraient s'installer en Espagne et qui seraient vues en France. Incroyable. Des guêpiers d'Europe en Belgique. Ce serait fantastique. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on le voyait. Et bien maintenant, tout ça a eu lieu. On trouve ça amusant quand on voit ces oiseaux arriver, mais ils sont le symptôme de ce réchauffement climatique qui devient donc indéniable. D'ailleurs, des gens qui disent que le climat ne se réchauffe pas, on n'en trouve quasiment plus. Évidemment, il y en a qui disent qu'il va se refroidir bientôt, ou qu'on n'a rien à voir là-dedans. Mais il y a un problème avec cette théorie de rejet. C'est que les oiseaux évoluent en fonction du climat, c'est normal, et ça a toujours été comme ça. Mais les oiseaux, ils font partie d'écosystèmes. Ils sont en relation avec d'autres oiseaux, avec des plantes, avec des insectes, avec des mammifères. Et tout le monde n'évolue pas de la même façon selon le climat. Mais quand le climat évolue lentement, la température monte de 1 degré par 1000 ans, par exemple, eh bien, s'il y a des oiseaux qui sont plus sensibles au climat que d'autres, ou que des espèces d'oiseaux ou pas, qui évoluent différemment en fonction de ce climat, ils ont le temps de s'adapter. Mais quand ça va trop vite, il y a un problème. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de la migration. C'est une longue vidéo de près d'1 heure, où j'explique la mise en place des migrations, et on y voit un exemple spectaculaire d'un faucon, qui s'appelle le faucon de l'amour, qui vient de la région du fleuve Amour, dans le nord-est de l'Asie, et va hiverner en Afrique australe. C'est le plus long trajet pour un rapace, en tout cas pour un faucon, et pour arriver à traverser l'océan Indien d'une traite, il faut beaucoup d'énergie, il faut prendre de l'énergie, et il va se gaver de termites qui font leurs émergences. Vous allez me dire, oui, et alors? Mais voilà, les termites, elles ne font pas des émergences tout le temps. Elles le font 2-3 semaines par an. Et les faucons, ils ne peuvent pas traverser n'importe quand. Parce qu'ils se reproduisent en Asie, dans une région nordique, où l'hiver, il ne peut pas survivre, il doit partir assez tôt. Et il faut que quand il arrive en Inde, là où il prend ses réserves pour traverser l'océan Indien, il faut qu'il y ait les émergences de termites à ce moment-là. Il y a un rassemblement de 1 million de faucons. C'est pas juste qu'il y ait 2-3 termites qui soient en train de commencer les émergences, ou pire, en train de terminer. Il faut qu'on soit en plein cœur de l'émergence des termites pour pouvoir nourrir les faucons. Si pas, si le climat se réchauffe très vite, par exemple, et que ça implique que les émergences de termites ont lieu 15 jours plus tôt, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le faucon, il a ce qu'on appelle une migration stéréotypée, c'est-à-dire que quand il est en Afrique, ce n'est pas le climat qui le fait partir et retourner en Asie pour nicher. C'est la date. En fonction de la longueur des jours, il sait quelle date on est. Donc quand le climat change, il ne change pas sa migration. Donc il va arriver à la même date que d'habitude en Russie, en Chine, il va se reproduire, il va donc finir à la même date habituelle, il ne peut pas accélérer l'incubation ou la vitesse à laquelle grandissent les jeunes. Et puis il commence son voyage, il arrive en Inde, toujours à la même date. Et si les émergences de termites ont lieu 15 jours plus tôt, quand il arrive, il n'y a presque plus de termites, il n'y a pas assez de nourriture, il ne pourra pas faire les réserves pour traverser l'océan Indien.
Et donc il y a deux possibilités. Soit il va disparaître, soit il va changer sa migration et hiverner en Inde. C'est aussi une possibilité. Mais cette migration, il n'a pas commencé à la faire hier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parle assez dans mon autre vidéo. Mais c'est une migration qui a lieu depuis au moins en millions d'années. Et elle a toujours lieu. Ça veut dire que pendant ce million d'années, il n'y a jamais eu de réchauffement climatique suffisamment rapide pour qu'il y ait une désynchronisation entre le faucon de l'amour et les émergences de termites. Donc, si maintenant cette désynchronisation a lieu, c'est qu'on a un réchauffement qui est plus rapide qu'il n'a jamais été pendant les millions d'années qui nous a précédés. Alors ça, c'est un exemple facile à comprendre. Le faucon de l'amour est toujours là, les émergences sont toujours là, vous allez dire, ouf. Oui, sauf que ça, c'est en exemple. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a des milliers et des milliers d'animaux, des oiseaux, des mammifères, des reptiles, etc., qui sont dépendants d'autres animaux, d'autres vertébrés, des invertébrés, voire des plantes. Et cette désynchronisation a lieu pour des milliers de cas. Par exemple, le coucou gris. Les gens connaissent bien, il revient d'Afrique, il cherche des oiseaux à parasiter, et les oiseaux qui ne viennent pas d'Afrique, eux, ils nichent beaucoup plus tôt avec le changement climatique, et donc c'est trop tard pour les parasiter. Et donc les coucous qui parasitent les oiseaux qui, eux, ne sont pas des migrateurs transsahariens, donc ils vont en Afrique au sud du Sahara, eh bien ils ne trouvent pas d'oiseaux à parasiter, et donc c'est la catastrophe pour leur population qui est en train de disparaître. Il y a des exemples de phragmites des joncs, qui nichent chez nous, en Allemagne, qui vont faire des réserves sur la péninsule ibérique pour pouvoir traverser le Sahara. Pareil, ils comptent sur des émergences ou des floraisons particulières, eh bien elles n'ont plus lieu à la même date, et les phragmites des joncs s'effondrent. Voilà, il y a des tas d'exemples. On pourrait en faire un livre entier, et il est très probable que de tels livres vont bientôt être publiés, mais qui montrent que le réchauffement climatique actuel n'a aucun rapport avec les réchauffements climatiques précédents naturels, parce qu'il est beaucoup plus rapide. Les climatologues l'ont déjà calculé, c'est de l'ordre de 60 fois plus vite que le réchauffement climatique naturel. Là, on n'est pas à 50% en plus. C'est 6000%, 60 fois. Voilà. Donc, le climat se réchauffe, c'est très dangereux, pour les écosystèmes, donc pour nous. La seule chose qu'on pourrait encore dire, oui, mais peut-être qu'on a une activité solaire exceptionnelle qui n'a jamais eu lieu depuis des millions d'années. D'accord, ça on ne peut pas prouver le contraire. Enfin, quoique peut-être si, je n'ai pas étudié le Soleil, je ne suis pas du tout astronome. Mais, admettons que ce soit vrai, pour rassurer les climato-sceptiques qui ne veulent absolument pas se sentir responsables de ce qui arrive. Admettons que ce soit vrai, et que des phénomènes de type astronomique, l'activité solaire en premier, soit à l'origine du réchauffement climatique. Le climat, s'il est agréable pour la faune, y compris l'être humain, c'est parce qu'il y a un effet de serre. L'effet de serre est un phénomène bien connu, essentiel à la vie sur Terre, qui explique les températures élevées, par exemple sur Vénus, comparé à Mars, qui a une atmosphère beaucoup plus faible et donc les températures moyennes sont beaucoup plus basses. Vous pouvez voir ça en détail sur différents articles, notamment ici Futura Planète. Et je vous recommande sur le sujet une excellente vidéo de Science étonnante qui explique tout ça en détail. C'est un excellent physicien et il fait des montages qui permettent à tous de bien comprendre. Ainsi, si le Soleil se réchauffe, bien sûr, le climat va se réchauffer, avec l'effet de serre tout à fait naturel qui existe depuis bien avant que l'homme existe. Dans tous les cas, il faut s'en protéger. Donc diminuer l'effet de serre en diminuant les gaz à effet de serre. Vous voyez? Donc on peut dire, on pourrait dire, je ne le crois pas,
j'ai aucune raison de ne pas faire confiance aux résultats scientifiques, mais si je ne faisais pas confiance aux résultats scientifiques, et je dis on peut toujours les mettre en doute, ça ne change rien. Si vous voulez, les scientifiques nous disent, voilà, le volcan va entrer en éruption. C'est tout à fait naturel, ça. Vous allez quand même essayer de vous en protéger. Et si vous pouvez faire quelque chose pour éviter que le volcan rase votre ville, vous allez le faire. Eh bien, c'est la même chose. Le réchauffement climatique, il est d'origine anthropique, mais si vous ne voulez pas le croire, il faudra quand même que vous acceptiez qu'on va essayer de se protéger de l'augmentation de la température qui devient tellement rapide qu'elle va faire effondrer les écosystèmes et donc notre source de nourriture et donc décimer l'humanité. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué une solution, ou plutôt j'ai écrit la solution, certains me l'ont reproché. En fait, c'est une partie de la solution, mais c'est une partie essentielle. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce que je propose dans la vidéo, on n'arrivera à rien. Je vous laisse aller voir, je ne vais pas le répéter ici, je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos également. Mais je parle aussi du lien entre les espèces invasives et le climat. C'est un lien plus original, où j'explique en quelques mots que plus il y a de vie, de biomasse, moins il y a de gaz, enfin précisément de dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Donc, on a intérêt à avoir beaucoup d'êtres vivants, beaucoup d'écosystèmes riches, avec beaucoup de biomasse, et comme ça limitera les effets, l'effet de serre, hein, donc on veut diminuer l'effet de serre, puisque même si c'est parce que le soleil était plus puissant, l'effet de serre, il est là, il a toujours existé, et donc il faudra diminuer son impact pour limiter l'augmentation de température. Donc il faut un maximum d'êtres vivants. Mais c'est justement parce qu'il y a moins d'êtres vivants, c'est parce qu'on décime la vie, qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est pas la seule raison, mais on sait très bien que quand on fait de la déforestation, il y a automatiquement plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est pour ça que je vous dis, finalement, le réchauffement climatique, ce n'est peut-être qu'un symptôme. Hein, comme je le disais un peu au second degré, c'est la planète qui a de la fièvre. Donc, j'insiste pour que des solutions, comme celles que je propose, soient mises en application, et pas des solutions technologiques. Parce qu'une solution technologique, si on en trouvait une, on va trouver une machine qui consomme peu d'énergie, ou qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire, et qui récupère une grande partie du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère. Peut-être qu'on pourrait résoudre le réchauffement climatique. Mais ça ne résoudrait pas tous les autres problèmes dont parle cette Séverine Suzuki au sommet de la Terre en 92. Ils sont toujours là, et ils sont pires. On a détruit encore plus de forêts, on a détruit encore plus la biodiversité, on a introduit encore plus de polluants dans les écosystèmes, dans les mers, etc. Les populations animales se sont encore effondrées depuis. Trouver une solution technique au réchauffement climatique, ça ne va pas résoudre tout ça. Par contre, si on résout tout ça, c'est-à-dire si on laisse la nature reprendre de la vitalité sur de grandes surfaces, alors, un des symptômes de cette destruction, le réchauffement climatique, va se résorber, au moins en partie, de lui-même. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est 1. Ne pas confondre la lutte écologique globale, qui est immense, avec plein de problèmes, et le réchauffement climatique, qui n'est qu'un des aspects. 2. Ne pas limiter ce problème de réchauffement climatique et des problèmes écologiques à l'image d'une personne, Greta Thunberg. C'est très bien ce qu'elle fait. Elle essaye d'éveiller les consciences endormies, de secouer les gens qui savent ce qui se passe mais ne font rien. Bravo! Qu'elle continue si elle a l'occasion. Que d'autres jeunes suivent son exemple. Très bien. Mais ce n'est pas que ça, la lutte écologique. Écoutez aussi les gens qui vous parlent avec expérience, en toute connaissance de cause, de la disparition des populations animales, l'acidification des océans, de la disparition des coraux, enfin bon voilà, tous les problèmes écologiques. Écoutez-les. Ça, c'est très important, de ne pas croire que la lutte écologique, c'est juste dire oui à Greta Thunberg. C'est beaucoup plus vaste. Et si vous trouvez qu'on en fait trop par rapport au réchauffement climatique,
Vous avez en partie raison dans le sens que ça occulte les autres problèmes. C'est pas qu'on en fait trop, on n'en fait pas assez pour le réchauffement climatique, mais on n'en fait surtout pas assez pour tout le reste. Ce n'est pas en diabolisant Greta Thunberg ou en niant le réchauffement climatique que vous allez arranger les choses. Parce que le réchauffement climatique, on va le voir de plus en plus, il est en train de s'accélérer. On va en souffrir de plus en plus. Et nier son existence ne fait que reporter la recherche de bonnes décisions, de bonnes solutions, et vous en souffrirez aussi. Là, il n'y a pas que les enfants qui vont en souffrir. À moins que vous ayez plus de 80 ans, et encore, les gens qui souffrent du réchauffement climatique et des autres problèmes écologiques, ils sont déjà très nombreux, ils ne font qu'augmenter, et ça pourrait aussi être vous, dès demain. Et quand je dis demain, peut-être pas au sens propre, mais dès l'été prochain, si vous habitez en Europe, par exemple. Voilà, j'espère que ma petite contribution à ce débat qui fait rage en ce moment sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télé permettra de prendre un peu de recul, de garder la tête froide. Ce que je vous propose, si vous êtes interpellé par ce que je vous dis, et que vous avez envie de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement entre le WWF qui dit il y a 500 mesures à prendre, enfin 500 petits gestes pour le climat, alors 500, ça ferait en nouveaux gestes par jour, quasiment pendant 2 ans. Déjà, quand on a une décision à prendre, c'est difficile, alors 500, laissez tomber. D'autres qui disent il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'arrêter les usines qui produisent du dioxyde de carbone. Ils ont tous tort. Ils ont tous tort parce que même si on arrête toutes les émissions aujourd'hui, le climat va continuer à se réchauffer. Et 500 gestes, personne ne le fera. Même pas moi. Donc allez voir par exemple ma vidéo, j'ai ma solution. Alors ma solution, d'abord, c'est pas moi qui l'ai inventée. Et d'autre part, comme je dis, c'est pas la seule chose à faire, mais c'est un passage obligé qui règle une grande partie des problèmes écologiques, dont le climat, si parallèlement on diminue évidemment progressivement nos émissions, ce qui est incontournable. Voilà, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à tous, et à bientôt.